Bonjour, pour cette troisième et dernière vidéo du chapitre 3, on va s'intéresser à l'histoire récente du genre Homo. À la page 247 de votre livre, on vous demande de représenter sous forme d'un arbre phylogénétique les liens de parenté entre le makikata, le chimpanzé commun, etc., etc., et les critères à utiliser. On va se poser la question, qu'est-ce qui distingue les individus du genre Homo des autres hominines, et donc, en grand A, les espèces humaines. On revient sur la représentation temporelle des hominines que l'on a vu dans la vidéo précédente, nous montrant l'aspect buissonnant des hominines. On ne peut plus appeler lignée humaine. On en a beaucoup, mais on en a souvent des fragments très incomplets. Je vais quand même revenir sur le document précédent. On a donc différentes espèces dans ce genre Homo. Je reviens dessus. Donc, dans l'ordre d'apparition et non pas de succession, Homo habilis, l'homme habile qui se sert de ses mains qui sont libérées grâce à la bipédie. Homo ergaster, qui lui succède mais qui existe en même temps que lui pendant une certaine période. Puis Homo erectus, qui a vécu en même temps, les trois ont vécu une petite période commune. Puis Homo rhodesiensis, en Rhodésie comme son nom l'indique. Puis Homo néanderthalensis, l'homme de Néandertal. Puis l'Homo floresiensis et l'Usonensis, qui sont des floresiensis, c'est je vais y arriver. L'homme de Flores, c'est une île d'Indonésie. Et enfin, l'Homo sapiens. On voit donc que certains ont vécu en même temps, pas forcément sur les mêmes territoires, mais que l'on n'a pas une lignée, comme je le disais. Alors ici, j'ai pris le document qui a été utilisé pour le document 1 de votre livre. Le plus ancien fossile, bien sûr, retrouvé du genre Homo, date de 2,8 millions d'années. Il a été découvert récemment, puisqu'il date de 2013. Alors voilà tout ce qu'on a du fossile. Un bout d'un quart de sa mâchoire. Il a été daté grâce aux isotopes radioactifs à 2,8 millions d'années. Donc le fossile, c'est la roche qui est datée, mais le fossile date de la même époque. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus, puisque c'est le plus ancien qu'on ait pour l'instant. Ce document nous reprend Yves Coppens, que nous avons vu dans la précédente vidéo à propos de l'East Story, et Pascal Pic, qui est, on va dire, le chercheur français plus moderne dans ce domaine. Donc, vers les années 80, le paléontologue Yves Coppens avait inventé le terme d'Homo event pour désigner un phénomène survenu à partir de moins 3 millions d'années environ en Afrique orientale, dans la vallée de l'Homo. C'est pour ça qu'on parle de l'Homo event. Il y avait un jeu de mots là. Probablement à la suite d'un assèchement du climat, une lente transition des australopithèques
qui vivaient encore en partie dans les arbres et adaptés à une savane arborée, vers les espèces du genre Homo, donc bipèdes, de milieux plus ouverts, où il fallait courir pour j'allais dire se carapater, on va employer un autre terme pour vos copies, pour fuir face aux éventuels prédateurs. Le nouveau fossile semble illustrer ce processus, puisqu'une autre étude, publiée cette semaine dans Science, indique que la faune fossile contemporaine de cet homininée, de 2,8 millions d'années, celui dont on a vu un bout de mâchoire, sont des éléphants, des antilopes, des hippopotames, et celle d'un milieu de savane ouverte et irriguée de rivières. C'est là où vivent ces animaux. Donc, on peut déduire que le plus ancien Homo vivait dans ce type de milieu. Une déclaration de Pascal Pic à propos de cette découverte. Est-ce que cette mandibule est importante? Oui, parce qu'elle est dans une période charnière qui est celle de la transition du passage entre les australopithèques et l'émergence du genre Homo. Donc c'est vraiment un moment important, entre 2 et 2,5 millions d'années. Ici, on est un petit peu plus loin. On est encore avec des caractères qui ressemblent beaucoup à l'australopithèque, mais les dents, et notamment la taille et certains aspects de leur morphologie, nous orientent déjà vers les origines du genre Homo, qui remonte donc un peu plus loin qu'on ne le pensait jusqu'alors. Alors ici, on a donc le crâne reconstitué. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on n'avait pas, qu'on a dû modéliser. On nous dit ici que le crâne du plus vieux représentant d'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, on a découvert au moins 5 individus depuis 1960 au Maroc. On y trouve associés des pierres taillées et des restes d'animaux chassés. En 2017, donc c'est relativement récent, les chercheurs ont daté l'un de ces ossements à 315 000 ans. Moi, j'ai souvent enseigné que le plus ancien Homo sapiens datait de moins 100 000 ans. Là, récemment, on a trouvé des fossiles beaucoup plus anciens. Donc là, ils disent déjà, ils vieillissent de plus de 100 000 ans, l'âge attribué à l'espèce Homo sapiens. Donc on pense que depuis au moins 28 000 ans, cette espèce est l'unique et dernière, enfin pour l'instant, représentante du genre Homo. Alors on voit ici différents représentants qu'on a cités au départ, l'Homo sapiens qui est nous, et différents types avec leurs aires de répartition supposées d'après les positions de certains fossiles. Donc là, on est sûr quand on a trouvé des fossiles. Après, on étend l'aire de répartition à des endroits supposés. On voit que des individus ont cohabité sur une même zone. Par exemple ici, Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Je l'évoquais tout à l'heure en début de vidéo. Il y a eu des migrations, puisqu'on a des espèces, par exemple, l'Homo... ici, on a un Homo neanderthalensis, mais on en trouve aussi en Espagne. Donc, on a eu des migrations des populations. Voilà ce que nous montre cette carte, qui est une carte établie à partir des ossements ou de production humaine, un reste de feu par exemple, ou d'outils fabriqués par l'homme. Ce document 4 nous parle des métissages au sein du genre Homo que j'évoquais déjà dans le document précédent. Les migrations des différentes populations humaines au cours du temps ont été établies grâce à la localisation et à la datation des ossements, des productions et des outils découverts. Par ailleurs, par détermination de la séquence en nucléotides
de génomes entiers préservés dans certains ossements, les généticiens ont mis en évidence un métissage entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis, au moins en Europe, et Homo sapiens avec Homo denisovensis en Asie. Cela signifie que des individus considérés comme appartenant à des espèces distinctes, finalement n'étaient pas des espèces distinctes puisqu'ils se sont reproduits et ont eu une descendance fertile. Par conséquent, faut-il encore les considérer comme des espèces distinctes? Eh bien non. Le débat, on nous dit, est ouvert, mais clairement, vous devez annoncer que ce ne sont pas des espèces différentes, ils se sont reproduits. Bien évidemment, on n'a pas le bébé pour le prouver. Ce métissage est visible dans le génome des humains actuels. On estime que 2% du génome des Eurasiatiques provient des Néandertaliens et que 5% du génome des Papous de Nouvelle-Guinée est d'originaire des Denisoviens. Bien sûr, retour à la définition du terme espèce. Ce document 5 nous montre le crâne d'un Homo floresiensis. Donc je vous disais tout à l'heure, l'île de Flores est une des îles de l'Indonésie, pardon. Vous avez également sa mâchoire, ou sa mandibule plutôt, c'est-à-dire l'os qui contient, qui porte les dents. Et vous avez par comparaison, ça on l'avait pas vu précédemment, la mandibule qui est en forme de U des australopithèques, donc comme les singes, et la mandibule en V, on dit parabolique, de l'Homo sapiens. Vous voyez qu'ici, on a une mandibule parabolique qui amène à placer ce crâne qui est quand même encore très osseux, très anguleux, au sein du genre Homo. C'est pour ça qu'on l'a appelé Homo floresiensis, parce que sa mandibule présente le caractère humain, même si son crâne semble moins évolué. J'ai beaucoup détaillé jusqu'ici, donc là je vais être plus rapide. Je vous invite à lire ce texte qui nous permet de dire comment on assigne une nouvelle espèce au genre Homo. Et puis, le travail que vous avez fait en TP, de comparer différentes espèces du genre Homo et les classifier, faire une classification phylogénétique, la notion correspondante. Comment décrire et expliquer la diversité culturelle, cette fois des populations humaines. Alors là, je vais aller très vite pour passer les différentes diapositives. Donc c'est le grand B des caractères non génétiques. On a ici deux populations qui ont une alimentation, un régime alimentaire extrêmement différent, qui se traduit par un microbiote extrêmement différent, lui aussi, à analyser. Le lien entre l'alimentation et le microbiote est clairement défini. Vous avez ce graphique qui vous le prouve. Si on change de régime, on change de microbiote seulement en quelques jours. Et enfin, les langues peuvent aussi faire l'objet d'arbres phylogénétiques, comme on le voit ici. Donc le breton serait apparenté au français, à l'espagnol, à l'italien, à l'allemand et à l'anglais. Si je veux trouver la langue la plus proche du français, c'est ici que je vais la trouver, c'est l'espagnol. Vient ensuite l'italien, aussi proche du français que de l'espagnol. Puis vient ensuite l'allemand et l'anglais. Allemand et anglais sont proches l'une de l'autre, etc. Je vous laisse également lire ce texte pour évoquer comment une langue se transmet et comment elle évolue. On conclut ce grand 3 par la notion, je vais y arriver, par la notion suivante: certains caractères sont transmis de manière non génétique. Le microbiote, les comportements appris, les habitudes alimentaires, l'utilisation d'outils. Et je vous invite en conclusion à essayer de répondre au vrai-faux sur l'évolution humaine
qui est la dernière mission de votre livre. Là aussi, on n'aura pas le temps de développer en classe cette